Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à l'occasion de ce webinaire destiné à la DSN pour les collectivités. D'abord, on va rappeler quelques éléments. Ne pas utiliser Internet Explorer et privilégier Google Chrome, s'il vous plaît. Les problèmes de son ou de vidéo, vous pouvez les résoudre avec le lien qui est en haut à droite de l'écran. Si vous avez besoin de rafraîchir la page, ça vous permettra de solutionner 75% des cas, des problèmes qui sont rencontrés. Vous pouvez aussi tester votre vidéo et le son avant. Le dernier retour de mail à faire. La durée de présentation, on est parti sur un format d'1h30 et 1h45. Le replay sera comme d'habitude mis à votre disposition et disponible à la fin de la présentation. Vous pouvez en même temps télécharger le support dans le bouton nuage que vous avez aussi à l'écran. Des émoticônes sont à votre disposition pour nous dire bonjour, bravo et surtout réagir aux présentations. Vos questions et nos réponses sont dans l'onglet questions et vous avez une synthèse sur Net Entreprise. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la présentation, j'accueille plusieurs personnes qui vont participer et intervenir. D'abord, je vais présenter Didier Kuhn, responsable au JPMDS. Didier, je te laisse te présenter et expliquer en quoi consiste ta fonction et le rôle que tu assures au niveau des comités. Je suis un évangéliste de la déclaration sociale nominative. En réalité, je travaille au GIP, je travaille avec tous les animateurs des comités régionaux, c'est-à-dire des représentants du collectif des organismes de protection sociale dans les régions, et de façon à assurer un lien au plus près des entreprises, des employeurs, des collectivités territoriales désormais, et puis de vous aider à avancer le plus sereinement possible vers les modifications réglementaires ou techniques. Merci Didier. Madame Nathalie Cournet est avec nous. Bonjour. Donc moi je travaille pour la Caisse des dépôts plus sur l'IRCantec. Je suis donc assistante technique. Je m'occupe du pilote DSN pour l'IRCantec. Nous avons aussi Monsieur Contao du Centre de gestion de Haute-Vienne. Oui, bonjour à tous. Je suis au CDG 87 en charge de la paye et la comptabilité. Donc, on est en DSN depuis le 1er janvier 2020. Donc, on commence à avoir quelques mois d'expérience. Voilà. Merci, Monsieur Contao. Et nous avons Aurélie Bois. Bonjour, moi je suis correspondante employeur à la Caisse primaire de Limoges et j'accompagne les employeurs avec Net Entreprise, la DSN et voilà. Très bien. Et donc, moi je suis Pierre Guibert, je suis l'animateur du comité régional Net Entreprise pour le Limousin. Et les webinaires sont accessibles en fait pour toutes les régions, mais chaque territoire organise son propre webinaire, mais laisse la porte ouverte à nos collègues des autres régions pour pouvoir se greffer à des horaires et des jours qui leur sied, parce qu'on ne peut pas toujours intervenir au moment qui arrange tout le monde. Donc, soit vous profitez d'un webinaire qui est assuré sur un autre territoire en allant sur Net Entreprise et en choisissant le comité qui vous convient, soit vous pouvez aussi utiliser les replays de chaque comité. Voilà, on va commencer tout de suite. Hop là. Donc, l'ordre du jour, on va être sur la DSN tout simplement. Ensuite, la DSN, je m'y mets. Et puis après, des particularités sur la DSN. Et je vais laisser la main tout de suite à Didier Kuhn pour entamer ce premier tour de chauffe. Merci beaucoup. Moi, je vais pas tarder à couper la caméra pour être sûr d'avoir une bande passante la plus élevée possible. Donc, vous avez et d'une la possibilité de poser des questions dans les questions, comme vous le disiez, Monsieur Pierre-Yves Guibert. Et sinon, on a le système de sondage. Je vous invite à y répondre. Ça nous permet d'évaluer plus finement les personnes qui sont avec nous dans la salle et éventuellement de préciser certains points
d'autres non. Donc, c'est comme ça qu'on vous demande si vous connaissez la DSN, si vous êtes personnellement en charge de la paye. Et puis, il y aura une ou deux questions autres un peu plus complexes. Donc, on vous propose un petit voyage d'1h30, 1h40. Posez vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Beaucoup de sujets vont être abordés durant ce webinaire. L'idée étant que vous puissiez vous y référer après, quand vous allez pas forcément rencontrer un problème, puisque vous n'êtes pas obligé de rencontrer des problèmes, mais quand vous serez face à une question, vous aurez sûrement une partie des réponses dans ce webinaire. Alors, pour commencer, on met une phrase qui est peut-être un peu provocante, qui est la DSN, une déclaration pour les remplacer toutes, puisqu'en réalité, beaucoup des déclarations que vous faisiez jusque-là vont être substituées par la déclaration sociale nominative, qui en réalité n'est pas une vraie déclaration, mais plutôt un flux mensuel. Alors, de quelle déclaration justement parle-t-on? Pour la fonction publique, on a effectivement toutes les déclarations qui permettent soit de déterminer les droits des salariés, de recouvrer les cotisations applicables, et puis le prélèvement à la source passe par ce véhicule technique. Pour vous, plus précisément, il s'agit de la DATSU, la déclaration automatisée des données sociales unifiées, que vous ne ferez plus au 1er janvier 2023, puisque à partir du 1er janvier 2022, vous ferez des déclarations sociales nominatives. La déclaration unifiée des cotisations sociales, qui, elle, va être substituée dès janvier 2022. Et la transmission des informations qui sont relatives au PASS, pareil, vous ne ferez plus de passereau, surtout pas de passereau en même temps que la DSN, puisque sinon vous auriez 2 déclarations de revenus, donc 2 prélèvements possibles sur les revenus. Pour les employeurs concernés, on a effectivement aussi les organismes complémentaires, les mutuelles, les sociétés d'assurance ou les IP, les instituts de prévoyance, et le recouvrement de la CRNP-NPAC, PAC, afin d'avoir la liste des différentes déclarations qui sont enlevées. Si vous avez un doute quelconque sur un organisme complémentaire ou même sur un organisme de base, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur de référence dans cet organisme. Derrière chaque OPS, derrière chaque élément, il y a encore des humains, même si effectivement on sera dans ce cas-là. Alors, Madame Chaperon, première question, oui, vous avez raison, puisque je viens de le dire. Oui, vous ferez, si vous êtes rentré en DSN au 1er janvier 2021, vous aurez fait 12 DSN, il n'y aura pas de DATSU en janvier 2022. Si vous n'entrez en DSN que le 1er janvier 2022, vous devrez faire une DATSU pour l'année 2021, envoyée en janvier 2022, effectivement. Donc, il faut qu'il y ait eu 12 DSN auparavant pour que vous n'ayez pas à faire de DATSU. Alors, c'est pas arrivé n'importe comment, c'est pas arrivé non plus de nulle part. C'est une règle légale qui encadre cette déclaration sociale nominative. Donc, on a effectivement la loi qui se base sur le dites-le nous une fois, qui veut préciser effectivement dans son amendement du 14 janvier 2018 le fait que effectivement la fonction publique doit rentrer en DSN au plus tard en 2022, sachant que, comme vous le voyez, cette ordonnance a été publiée le 18 juin 2015, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est une application qui s'est faite en 3 jalons. On a créé la première ouverture de la DSN sur les entreprises volontaires en janvier 2013, et depuis 2020, l'entrée de la fonction publique suit le régime privé, qui lui était rentré en janvier 2017. La loi ESSOC fixe l'obligation d'être entré au 1er janvier 2022 pour l'ensemble des établissements de la fonction publique. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est la photo de fin de mois de la paye, c'est le reflet de la paye, c'est le dernier acte de la paye. Elle contient la déclaration sociale nominative, les informations qui sont liées à l'activité, à la rémunération, aux primes, aux cotisations, et elle emporte des signalements d'événements, c'est-à-dire des informations relatives à des événements arrivés dans la vie du contrat d'un agent. Et puis, tout ce qui concerne le prélèvement à la source avec le TOPAS qui est remonté dans les comptes rendus métiers et qui transmet les données qui permettent de calculer la déclaration pré-remplie et effectivement d'avoir les paiements qui sont afférents à la DGFiP. Pour les
J'ai mis un petit astérix sur les informations liées au signalement d'événements. En réalité, toutes les informations qui sont relatives à un signalement d'événements doivent être présentes dans la DSN mensuelle. Alors, je précise aussi, il n'y a pas de DSN événementiel, ça n'existe pas. La DSN, c'est un flux mensuel et des signalements d'événements. Un signalement d'événements qui, effectivement, informe les organismes, mais la DSN événementielle n'existe pas. La DSN est obligatoire dans sa complétude dès son entrée en vigueur. En réalité, donc toujours, je vous disais, la DSN, alors je dis souvent en réalité parce que finalement, c'est essayer de rendre plus simple d'accès les informations, alors que non, c'est une logique qui est imparable. Tout ce qui advient après la photo doit être déclaré dans la DSN du mois suivant. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez établi la paye et où elle est fixée, elle est figée, les événements qui surviennent après, qui de toute façon n'impactent pas cette paye-là, sont transmis dans la DSN qui suit. Alors avec un petit rappel quand même, c'est que depuis les accords interprofessionnels de 77 et 78-88, dans le Code du travail depuis 2008, la mensualisation du salaire est obligatoire, sauf pour les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs temporaires. Donc, ça implique le passage à une déclaration mensuelle. La déclaration mensuelle n'impacte pas le fait d'avoir effectivement des paiements qui changent, puisque par exemple, le RAFP qui a un paiement annuel continue à être annuel avec une déclaration qui reste annuelle. Mais la DSN représente vraiment une rupture avec les pratiques antérieures. Par exemple, on arrête les déclarations à échéance. Vous en avez quasiment plus. L'installation d'un contrôle continu, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque mois, on a besoin d'avoir les informations qui sont de qualité. Les données de qualité, à partir d'une donnée qui est juste et correcte, n'a pas besoin d'être modifiée ou transformée dans les mois qui suivent. Par contre, la transmission de quelque chose pas complet, pas fini ou pas certifié augmente les chances d'avoir effectivement à faire des corrections dans les DSN qui vont suivre. Donc là, juste un petit schéma qui vous montre ce qui se passe dans le cadre d'une émission de la paye. Donc, on a la paye en janvier avec des arrêts de travail. Les 2 arrêts de travail, eux, sont transmis dans la DSN de février. Et puis, après l'émission de la paye courant janvier, mais on peut imaginer que c'est au 20, par exemple, il y a un changement de contrat au 21. Et ben, ce changement sera porté dans la DSN suivante. C'est la DSN qui correspondra à la paye du mois de février qui va être transmise au mois de mars, puisqu'on a toujours un mois de décalage. On transmet le mois suivant la paye du mois courant. Donc là, vous avez un petit schéma dont on espère qu'il est clair, mais qui vous donne effectivement l'information que dans la DSN, tous les événements survenus depuis la paye précédente doivent être signalés, sauf si effectivement, par exemple, la rémunération de l'agent n'est pas impactée, et on ne fait apparaître dans la DSN cette information qu'à partir du moment où le changement a lieu, ou la modification a lieu, ou alors, par exemple, l'erreur est corrigée. Le format de la DSN, ce sont des blocs thématiques, avec, là, vous les voyez détaillés, l'entreprise, établissement, l'individu, ça c'est pour savoir de qui on parle, le contrat et les versements pour savoir de quoi on parle, et puis, bien évidemment, avec une particularité dans la fonction publique, c'est que la notion de contrat qu'on a en DSN, ça veut parler de la relation qui lie l'établissement à l'agent et qui gère directement sa paye. C'est vraiment, on avait la possibilité de recréer une nouvelle norme et de refaire une usine à gaz différente. Or là, le but étant d'avoir un suivi du premier jour jusqu'au dernier jour, du premier jour d'activité jusqu'au dernier jour de vie pour un individu, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quelle que soit la typologie d'employeur pour qui il travaille. On a donc créé une norme qui s'appelle la norme NeoDes, qui remplace bien évidemment la norme N4DS. Donc la norme NeoDes, c'est une norme d'échange optimisé des données sociales, et ça traduit l'ensemble des règles de constitution des différents messages. Par exemple, le passereau que vous faisiez jusque-là, il est construit exactement sur la même norme. Alors, ça n'est pas le même message que la DSN, et c'est quasiment une DSN dégradée, mais c'est exactement le même langage qui est utilisé, et ce langage,
il est compris, lu et enregistré par l'ensemble des organismes de protection sociale. Alors, bien évidemment, ça traduit une simplification des formalités sociales, puisqu'on va avoir un seul message qui emporte toutes les données. On avait jusque-là calculé que dans les différentes déclarations sociales, vous aviez à peu près 850 données différentes à fournir, à des époques différentes, sous des formats différents. Bien là, dans le seul message de la DSN, ces 850 données sont réduites à 450. On dit à peu près les 3/4 des données sur la base du cumul, parce qu'en réalité, dans 3 ou 4 déclarations, vous répétiez les mêmes données. Donc là, le fait de les supprimer, d'en supprimer par exemple 3 redites de la même donnée, on a estimé que c'était effectivement une activité en moins et que ça amenait à la suppression des 3/4 des données qui étaient normalement transmises. La norme NeoDes, c'est quelque chose qui donne lieu à des mises à jour régulières du cahier technique. Vous allez voir qu'on a rajouté, par exemple, des éléments, je vous en parlerai ultérieurement. Chaque version est complétée par un journal de maintenance de la norme. Et entre chaque version de la norme, vous avez une note différentielle qui pointe les évolutions. C'est fortement utile, cette note différentielle, parce que ça vous permet, en la consultant rapidement, de vérifier si des choses que vous déclariez sous une certaine forme étaient attendues sous une forme différente, ou si dans la version de logiciel que vous avez, une modalité déclarative était en place, et si par hasard elle n'avait pas bougé. On vous donne le lien. Donc c'est une des particularités de ce support, vous allez pouvoir accéder au cahier technique 2021, au journal de maintenance de la norme qui est relatif au cahier technique, et puis surtout la note différentielle 2020-2021, qui vous va être moins importante si vous n'avez pas encore démarré la DSN, mais du coup ça vous donne une idée du format que ça. Ces 3 documents techniques donnent la totalité des informations nécessaires pour la DSN. Alors quand je dis technique, c'est que ça n'est pas en totalité compréhensible par la totalité des intervenants qui vont le lire. Ce sont vraiment des normes techniques, mais par contre, par exemple, si vous recherchez quels sont les organismes qui sont destinataires des données de la DSN, vous l'avez dans le cahier technique. Si vous cherchez la forme que doit prendre tel type de somme ou de critères, vous avez dans le journal de maintenance de la norme sa description. Donc, ce sont vraiment 3 documents. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien. Cette norme NeoDes, ce sont des blocs thématiques qui eux-mêmes sont divisés en rubriques et on vous les présente en dessous. Le S10, par exemple, ce sont les en-têtes. Le S20, la déclaration par elle-même. Le S21, les données de paye et de RH. Et le S90, les totaux. Vous voyez, on l'a fait en format d'arborescence. Ça va vous permettre vraiment d'aborder la DSN en ayant une vision un peu plus précise de comment ça se fabrique. Alors là, on est au départ, sur la déclaration. On doit déclarer l'entreprise dans le bloc S21, donc on est effectivement dans les S20, S21, G02, 06. On a bien évidemment le SIRAN et le NIC du siège pour s'assurer de l'identification de l'employeur. L'établissement qui est lui en 11, toujours dans la même catégorie, c'est là où on installe le SIRET et c'est absolument important. Cette maille déclarative, ça définit la maille déclarative. On va y revenir un peu plus tard, mais ça construit vraiment le mode de fonctionnement de la DSN que vous avez. Et puis, le bloc individu 030, où là, on a effectivement toutes les données, dont une est absolument nécessaire. C'est le numéro d'identification au registre des individus et le NIR. Et celui-là, on a besoin qu'il soit certifié. S'il n'y a pas de NIR, on vous invite à créer un numéro technique temporaire. Et ensuite, à partir du moment où vous avez connaissance du NIR ou que le NIR est certifié pour votre agent, vous avez la possibilité de faire le chaînage entre le NTT et le NIR. Et on va pouvoir chaîner ainsi l'activité d'un individu, donc je vous disais de son premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès, quelle que soit donc, son activité. Là, on va l'avoir effectivement, on va chaîner par le NIR, ou quel que soit l'établissement pour lequel il travaille. Et là, on va avoir les chaînages par le SIRET, puisqu'on va pouvoir suivre d'un établissement à l'autre un individu. Dans les éléments du contrat, on parle de contrat. Dans la fonction publique, bien évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas de contrat, mais il y a une relation entre l'employeur. Mais vous allez découvrir que, par exemple, pour signaler une mutation, ou pour signaler un détachement, ou pour signaler, on a besoin de cette notion de contrat, on a besoin de mettre des jalons, des bornes, on a besoin de borner cet élément de contrat. Donc, finalement, on l'appelle contrat. Les dates sont importantes. Le renseignement, dans le cas, par exemple, d'un agent
qui va être multicommunal, ça va être intéressant puisqu'on peut avoir plusieurs contrats pour le même individu quasiment dans un SIREN identique. Seul le NIC va changer au niveau du SIRET, ça va changer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire et de le faire, mais ça peut être sur un mode de fonctionnement, soit propre à votre logiciel de paye si vous le propose, soit vous-même, ou effectivement, vous pouvez décider d'un système d'incrémentation des numéros des contrats de travail. Les arrêts de travail, le bloc 060, on va revenir dessus, il est important. Fin de contrat de travail, vous allez vous apercevoir que depuis l'année dernière, effectivement, il est important de pouvoir remplir ce type de bloc-là. La suspension du contrat 065, ça c'était déjà utile et vous allez voir qu'on l'utilise pour, par exemple, les mutations ou d'autres éléments. Et puis la retraite complémentaire, ce sont des éléments très constructeurs du statut des statuts de la fonction publique et donc il y avait besoin d'avoir un bloc pour pouvoir suivre ce sujet particulièrement. Alors, comment on déclare? On déclare avec deux éléments, des bases assujetties, qu'on a sous le numéro 78, qui permet de déclarer la somme des montants qui sont assujettis de manière homogène, et c'est sur cette base que va se faire le calcul de la cotisation sociale, et puis la cotisation individuelle en 81, qui, elle, permet d'individualiser ces cotisations, et parce que le montant va être fixé soit proportionnellement à la base assujettie, qu'on vient de voir au-dessus, soit de façon forfaitaire. Je rigole parce que c'est pas moi qui avais changé de slide. Et puis, un point important aussi, les blocs changement individu ou changement de contrat, 31 ou 41. On va revenir dessus un peu après. Vous allez voir effectivement que c'est utile de pouvoir les mettre, sachant qu'on a besoin, dans ces cas de changement, d'avoir aussi la profondeur du changement, c'est-à-dire depuis quand on doit en tenir compte et quelle est la nature du changement. Donc, bien évidemment, le bon renseignement de ces données est capital. En cas d'erreur ou des changements, parce que si les données du bloc 31 ne sont pas renseignées, eh ben, on ne va pas retrouver le bon individu d'un mois sur l'autre, et du coup, l'ouverture de ces droits, et finalement, la raison du paiement des cotisations va être absolument impossible à mettre en place. Petit point d'attention spéciale sur l'identification. Chaque individu doit être identifié dans la DSN. Le NIR certifié, c'est la garantie d'un bon suivi, et puis le numéro technique temporaire permet d'attendre le NIR. Pour vérifier ces éléments-là, on fait remonter à l'intérieur de la DSN le bilan d'identification des salariés. C'est utile parce qu'on a besoin de savoir, effectivement, on a besoin d'identifier dans tous les organismes, dans toutes les périodes d'activité ou les formes d'activité, on a besoin d'identifier le même individu de la même façon, de façon à certifier justement que tous ces droits et toutes ces cotisations le suivent et que ce dont on peut avoir besoin comme historique de sa situation est bien enregistré. Et pour ça, on a deux blocs qui interviennent, le bloc 30 pour l'individu et le bloc 31 pour les changements, puisqu'on peut avoir des modifications qui ont lieu. Et là, vous voyez apparaître pour la première fois un petit retour d'un compte-rendu métier où vous avez le numéro de SIRET, où on a effectivement le détail d'une déclaration. Là, on est remonté à 2017, puisqu'on a voulu anonymiser, donc on est parti chercher effectivement ces éléments. Et là, c'est la distribution dans le tableau de bord du certificat de conformité qui dit oui, la DSN que vous avez envoyée est effectivement lisible. Si vous vous posez des questions sur les certificats de conformité, sur ces choses-là, le premier webinaire que nous avons fait en mars est disponible sur Net Entreprise, le petit support, et puis le replay de celui de la région Limousin. Vous pourrez les consulter en allant sur Net Entreprise. Je pense que c'est nous contacter, les comités régionaux, les webinaires de la fonction publique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Et vous vous dites, il serait temps, effectivement. Qu'est-ce qu'une cotisation agrégée? Alors, la cotisation, c'est le total dont l'établissement est redevable pour ses propres salariés ou alors par type de cotisation. Et ça peut être soit imbriqué, c'est-à-dire pour ses propres salariés par type de cotisation, ou alors par type de cotisation de façon générale. La cotisation agrégée, c'est effectivement pour dans une situation précise et particulière, l'ensemble des cotisations qui sont dues. Comment on doit les déclarer? Alors, le premier bloc dans l'ordre alphanumérique, c'est le bloc 20. Le bloc 20, c'est versement organisme de protection sociale. Depuis la loi qui vous oblige à payer par virement les cotisations sociales,
ce bloc 20 n'a pas besoin d'être renseigné si vous dépendez d'un comptable public. Si par contre, vous ne dépendez pas d'un comptable public, et pour certains types de déclarations, le virement n'est pas le mode de fonctionnement, mais c'est plutôt le télérèglement. Et à ce moment-là, le télérèglement peut passer par la déclaration sociale nominative. Donc, c'est très utilisé par le régime général et par la partie privée. Par contre, pour vous, les administrations, effectivement, vous avez obligation de payer par les cotisations sociales par virement. Je vous répète, si vous dépendez d'un comptable public, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, les modalités déclaratives de ce bloc 20 dépendent des organismes qui vont procéder au recouvrement des cotisations. Ensuite, le bloc 22, où là, ce sont les cotisations qui sont regroupées par bordereau de cotisations dues. On établit la dette pour l'employeur, pour ses salariés ou pour son compte, vis-à-vis d'un organisme. Et du coup, le bordereau, il précise auprès de quel organisme l'établissement est redevable, la période de rattachement des cotisations et le montant des cotisations agrégées dues par type de cotisation. Par contre, le bordereau ne peut porter que les cotisations et réductions d'un mois civil. C'est effectivement les déclarations du mois précédent. Deuxième partie, pour déclarer la cotisation agrégée et son versement associé. Donc, on a le bloc 23 pour déclarer les codes types personnels à destination de l'URSSAF, sachant qu'on a effectivement un agrégat cotisation par cotisation de ce qui est dû. La question est posée régulièrement sur le fait de savoir s'il est question de réduire les codes CTP en nombre ou de les augmenter dans le cadre de la DSN. La DSN ne change rien. Les codes types de personnel permettent juste d'aller loin et d'avoir une granularité très profonde dans l'identification et la personnalisation des droits. Les droits sociaux et les droits sont finalement, en fonction des populations, en fonction des individus, peuvent être parfaitement individualisés. Donc, on est sur un cadre général qui est individualisé. Donc, on a besoin d'identifier cette individualisation. Ça n'est important qu'au moment du paramétrage, puisqu'on est sur des situations régulièrement sur des plans de paye qui sont simples pour les collectivités territoriales et pour les organismes publics. Le paramétrage réussi dès le début permet effectivement de ne pas avoir à revenir sur ces données-là. Le bloc cotisation établissement, attention, c'est effectivement un bloc qui permet de renseigner des cotisations qui sont dues à l'établissement. Donc là, par exemple, on prend le fonds de formation, ce n'est pas le récapitulatif ni le total des cotisations qui sont dues pour un ensemble de salariés qui sont attachés au contrat ou à un établissement, mais ce sont vraiment les cotisations qui sont dues par l'établissement. Donc, ce n'est pas un agrégat de ces éléments-là. J'en profite pour faire une petite pause, Madame Oudin. Oui, j'ai une excellente nouvelle pour vous. La déclaration mensuelle de l'URSSAF, c'est la déclaration sociale nominative, puisque ces éléments-là sont transmis. Donc, vous n'avez pas à la faire. Tout dépend du type de déclaration dont vous parlez. Mais si effectivement, c'est le système de la DUC, vous n'avez plus à le faire. Il est, dès la première DSN, substitué par la déclaration sociale nominative. Justement, qu'est-ce que c'est qu'une cotisation nominative? C'est une cotisation ou une contribution qui est due par un individu, pour un individu, au regard de son activité. Par exemple, l'allocation familiale, la cotisation allocation familiale autonormale, la cotisation assurance maladie, la cotisation assurance vieillesse. Et là, vous voyez les codes 074, 75, 76 apparaître. Alors, comment on les déclare? Pour déclarer une cotisation individuelle, et bien évidemment, son versement, puisque la DSN emporte aussi le versement, qu'il soit mensuel ou qu'il soit trimestriel. On a des blocs qui sont obligatoirement renseignés. Dans ce fameux bloc versement organisme de protection sociale 20, s'il y en a besoin. Le bloc composant de base assujettie 79 qui donne des éléments qui permettent de calculer les cotisations, la réduction, l'exonération nécessaire aux organismes pour ce calcul. Et puis le bloc 81 qui est la cotisation individuelle et qui lui est lié réellement à la situation particulière de chaque individu. On a des règles de rattachement entre le composant de la base assujettie 79 ou la cotisation 81, cotisation individuelle, sous un bloc base assujettie 78, puisque quand on dit ils ont une justification métier, ce qu'on entend par métier, c'est réellement ce qui est attendu en fonction
des règles qui régissent justement les liens entre l'individu et l'organisation dans laquelle il travaille. Et donc, du coup, le composant de base assujettie ou la cotisation individuelle sont des deux éléments qu'on doit remplir dans le cadre sous le bloc base assujettie 78. Le calcul de chaque cotisation repose sur une base assujettie spécifique et la déclaration d'un composant de base assujettie est liée à la présence d'une base assujettie et ou d'une cotisation individuelle. Mais vous allez me dire, tout ça étant un peu ardu éventuellement, le législateur a prévu, dans le cadre de la loi ESSOC, de donner un droit à l'erreur. Alors nous, on l'a surnommé, et beaucoup de gens le surnomment la loi OUPS, parce qu'en réalité, ce qu'on entend par erreur, c'est l'identification d'un problème justement de personnes ou de sujets, mais qui ne sont pas ce qu'on n'entend plus par éléments relatifs à chacun. Et du coup, ça n'est pas forcément le déclarant qui a fait une erreur. On peut avoir une déclaration en erreur, on peut avoir une donnée en erreur, on peut avoir effectivement à faire des correctifs. Dans ces cas-là, on parle de façon générale d'erreurs. On peut les modifier avec deux façons différentes qui dépendent de l'échéance et du moment où on s'aperçoit qu'il faut faire la correction. Jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, on peut faire une annule et remplace. Et là, dans ces cas-là, la dernière DSN écrase les DSN précédentes et il n'y a que la dernière qui est prise en compte. Par contre, si c'est après la date d'échéance, la photographie est prise et du coup, il n'y a qu'une seule solution, c'est la modification de la correction, la correction, la méthode modification, non. On passe une correction dans la DSN suivante. La loi prévoit effectivement que quand on corrige une erreur dans l'échéance déclarative suivante, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas on a le droit de se tromper ou d'avoir omis une déclaration. On part du principe que c'est involontaire à partir du moment où c'est corrigé dans la DSN suivante. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous le précise. La première ligne, c'est on se rend compte avant le 5 du mois suivant d'une erreur et du coup, c'est une annule et remplace jusqu'à la DSN. Ou alors, les rectifications sont portées, si on se rend compte après l'échéance, c'est-à-dire après le 5 du mois M+1, on le met dans le correctif de la DSN qui est suivante. La DSN mensuelle, effectivement, vous avez les contrôles bloquants au niveau du code 1 qui vous disent « Ah, la DSN est rejetée ». Il est impératif de réémettre une DSN avant l'échéance du 5 ou du 15. Et puis, si par contre, c'est un contrôle bloquant, un contrôle qui n'est pas bloquant au niveau du bloc 3, on a les données qui sont intégrées. Vous avez bien déclaré, vous avez bien déposé votre DSN. Par contre, il y a des rectifications qui sont apportées. Et si c'est avant l'échéance, vous faites une annule et remplace. Si c'est au-delà de l'échéance, vous faites une DSN, une correction dans la DSN suivante. Alors, pour corriger, quand on corrige les éléments financiers, on a deux possibilités. La méthode différentielle ou la méthode annule et remplace. La méthode différentielle, c'est qu'on, dans le même bloc où il y a eu l'erreur, on met en plus ou en moins la différence qui amène au bon montant qui aurait dû être, qui était attendu. Ou alors l'annule et remplace, ce qui fait que l'on crée, on négative l'erreur et on recrée en positif le bon montant. Dans un cas, c'est la différence. Dans l'autre cas, un petit coup de gomme et on recommence. Mais par contre, la totalité des périodes où des blocs qui sont concernés par l'erreur doivent être concernés. Donc, si par exemple vous faites une erreur de taux ou c'est plus, vous faites une erreur sur un montant 3 mois de suite, vous devrez faire 3 blocs correctifs puisque chaque bloc va s'imputer à une période différente. On ne peut pas dire cette erreur concerne 3 mois. On ne sait pas remonter. Dans ces cas-là, on a besoin d'avoir effectivement un élément qui soit posé. Petits exemples à venir. Dans la DSN de janvier, on déclare une base assujettie à 2 000 € au lieu de 3 000 €. Donc, vous voyez le détail. On est bien effectivement sur des périodes de rattachement du 1er au 31 janvier 2021. Le montant, c'est de 2 000 et c'est sur le code de la base assujettie 48. C'est au titre de la CNRACL avec une base brute avant abattement.
Du coup, dans la DSN de janvier 2021, le bloc enfant du bloc base assujettie, qui est la cotisation individuelle, propose une cotisation basée sur le montant de l'assiette à 2 000 €, donc un montant de cotisation de 222 €. Pour corriger selon la méthode différentielle, on s'intéresse principalement à la première partie, puisque là, c'est une erreur qui a été faite en janvier, donc on l'avait corrigée sur le mois de février. Dans la DSM de février, pour corriger l'erreur, on fait une base assujettie à 1 000 €, qui est effectivement la différence entre 2 000 qui a été déclaré et 3 000 qui était attendu. Et la cotisation individuelle, pareil, basée sur les différences entre 222 et 333 qui sont attendus, c'est-à-dire 111 €. Ça, ce sont les blocs qui corrigent janvier. Mais dans la même DSN, il est important de déclarer, de transmettre les éléments de la DSN de février, donc vous les avez en dessous. Ça, c'est ceux du mois courant. Au-dessus, c'est la correction en méthode différentielle du mois précédent. La même chose, mais version annule et remplace, où là, du coup, on crée dans celle de février une base assujettie négative de moins 2000, puisque l'erreur était de 2000, donc ça efface l'erreur. On avait plus 2000, moins 2000, on est à 0. Une cotisation individuelle négative à 222 €, qui pareil efface l'erreur. On est à plus 222, moins 222, on est à 0. Et on recrée une base assujettie à 3 000 € et qui a en bloc enfant une cotisation individuelle de 333 € qui sont les bons montants pour janvier. Dans le même temps, on revient sur la slide précédente et vous avez les deux blocs du bas qui sont à déclarer au titre du mois courant. Quand vous avez des éléments qui corrigent le 1 ou des mois précédents, il est quand même impératif de faire la déclaration du mois en courant. Autre erreur, là on a une base assujettie qui est correcte à 3 000 € et puis on a un montant qui est déclaré pour l'individu qui est en faute, qui est de 154,50 €. La méthode de remplacement, avec la méthode différentielle, on recrée une base assujettie à 0, parce qu'il faut qu'on sache de quelle période il s'agit, puisque là, vous avez la période du 1er au 31 janvier, elle est à 0, et puis une cotisation individuelle de 178 €, qui est la différence entre les 154 qui ont été déclarés et les 333 qui étaient attendus. Et toujours dans le même temps, vous devez déclarer effectivement les éléments qui sont relatifs à février. Ensuite, corriger les éléments concernant l'individu ou le contrat. Là, je vous demande quelques secondes. Excusez-moi. Concernant l'individu ou le contrat. La situation du salarié, effectivement, ça doit permettre de l'identifier et tous les détails de ce contrat doivent permettre de suivre les évolutions et effectivement d'avoir des données déclarées qui sont soit susceptibles de changement, soit de correction. Là, à nouveau, on intervient sur un sujet particulier, c'est que le changement, il est possible quand on a une modification à faire au cours du mois principal déclaré, mais si c'est a posteriori de ce mois principal déclaré, on doit passer effectivement par une déclaration qui est différente. Et on doit faire la correction. Pour les corrections sur les DSN antérieurs, on a deux natures de données, puisqu'on a des données qui sont dont seule la dernière valeur est utile, hein. Par exemple, l'adresse du salarié, si elle change en cours de mois, finalement, à nouveau, on est par le système de l'écrasement, c'est-à-dire que la dernière donnée qui est publiée, c'est celle qui va être retenue et on estime que finalement, si vous mettez celle-là en dernier, c'est que c'était la bonne. Et puis, il y a celle dont on a obligatoirement une cohérence entre la période et la valeur. Et à ce moment-là, on a effectivement un risque que les droits couvrent cette déclaration, cet élément de déclaration, soit impacté. Et là, on dit que si la donnée est descriptive et influe sur les droits, alors on doit passer par un bloc changement individu 31 ou un bloc changement contrat 41, avec une valeur qui aurait dû être transmise et avec la date de modification, la date à partir de laquelle elle est valable. Le périmètre des données aussi qui est important parce qu'on a des données qui sont identifiantes et là, effectivement, c'est ce qui permet de mettre en relation l'ancienne et la nouvelle valeur
en cas de changement, et puis celles qui sont non identifiantes, pour laquelle c'est effectivement la date de survenance qui porte impact sur la protection. Donc ça, pour chaque événement déclaré au sein d'un bloc changement, on a la date de modification qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs déclarées dans les blocs, toujours 30 pour l'individu ou 40 pour le contrat. Alors, comment on fait pour changer les données identifiantes? Changement de données identifiantes, on le fait en trois détails. Le premier, changement individu, lui, ne contient que des données identifiantes. Par contre, celui de contrat, lui, il a des données identifiantes et non identifiantes qu'on appelle aussi les modalités du contrat. Et ces rubriques sont dans le bloc changement 41 et sont sur le SIRET de l'ancien établissement d'affectation 012, l'ancien numéro de contrat 014, l'ancienne date de début de contrat 021 et l'ancien identifiant du contrat d'engagement maritime. Bien évidemment, ça ne touche que les agents qui sont affiliés à l'ENIM. Vous allez voir un peu plus tard dans la présentation en quoi ces éléments sont vraiment signifiants. Chaque fois qu'une donnée identifiante change, il est impératif de déclarer le changement. Et l'absence de déclaration de ce changement, effectivement, ne nous autorise pas, ne nous permet pas de faire un chaînage des données. Et là, ça a vraiment un impact sur les droits. Pour ce faire, vous avez à nouveau un petit, en bas, un petit lien hypertexte qui vous permet effectivement d'accéder à une note de consigne sur les blocs changements où vous avez la totalité des informations que je viens de vous donner, beaucoup mieux expliquées, beaucoup plus précises et puis en plus détaillées pour chacun de ces blocs et de ces changements. Pour faire un changement d'une donnée identifiante, on a l'exemple de l'individu avec son numéro d'immatriculation d'attente qu'on a aussi appelé numéro technique temporaire. Lui, là, par exemple, il l'a eu de janvier à mars et il a reçu le 15 avril son NIR. Donc, on le change au niveau de la rubrique numéro d'inscription au répertoire le NIR. On met le nouveau NIR, celui qui a été attribué. Et puis, on crée un bloc changement individu 31 avec la rubrique date de modification 15 avril, puisque vous vous rappelez que dans ce que je vous proposais au-dessus, c'était le 15 avril, et l'ancien NIR. Et là, on met le numéro d'identification d'attente ou numéro technique temporaire déclaré précédemment, parce que là, on est effectivement sur le changement individu qui permet de faire le lien, et on doit pouvoir chaîner le numéro précédent avec le NIR qui a été proposé. Ensuite, les modalités du contrat. Donc, c'est le deuxième sujet où je vous disais, il y a des données identifiantes et non identifiantes. Dans le cas numéro 1, on a la modalité qui fait partie des données dans le changement, dans le bloc changement contrat 41, qui vont avoir un impact, par exemple, les modalités d'exercice du temps de travail. On doit renseigner la valeur antérieure dans le cadre d'un changement. On doit dire, par exemple, il passe modalité d'exercice, on passe d'un cadre ou d'un non-cadre, donc on a la modalité qui sont avant le changement. On doit donner la valeur qui aurait dû être déclarée dans le cadre de cette correction. Et puis on borne, on dit, ça marche de telle période à telle période ou de telle date à telle date. Le cas numéro 2, la donnée ne fait pas partie des données, ayant un équivalent en bloc changement de contrat 41, par exemple, le libellé de l'emploi, 006. On renseigne la nouvelle valeur au niveau du bloc contrat, en 40. Et puis, si plusieurs changements interviennent dans le même mois pour une même modalité, effectivement, c'est la plus récente. Donc, on a toujours le système d'écrasement. C'est la dernière qui est posée, qui prend la main et qui remplace toutes les autres. Changement de modalité de contrat numéro 3. Déclarer un bloc changement de contrat 41. On va reconstituer la situation administrative de l'individu à toute date donc ou période par période, et ça va permettre ensuite l'application des règles de protection sociale et puis pour nous la réalisation des actes de gestion, que ce soit au niveau de l'employeur ou que ce soit au niveau de l'individu. On a une notion importante aussi, la profondeur de recalcul de la paye, qui doit déterminer à partir de quand on procède à un réexamen de la paye. On doit donc renseigner la valeur la plus ancienne du bloc changement, 0,41, et en cas de chaînage, donc cette rubrique doit dire jusqu'à quelle date on doit considérer chaque élément qui change. Donc si vous avez 3 situations, effectivement, on doit borner chacune de ces situations, et je vous invite à prendre connaissance de la fiche consigne gestion des changements, qui effectivement fait aussi la liste de tous ces éléments-là.
Exemple, on a un salarié qui est non cadre en janvier et puis qui va passer cadre au 17 février. Donc, vous avez la DSN de janvier, son code statut catégoriel, il est non cadre. En février, il devient extension cadre. On précise la date dans le bloc 41001. On dit que c'est le 17 février 2020. Son ancien code statut catégoriel, c'est non cadre. Et la profondeur de recalcul de la paye, c'est effectivement 1er février 2020, puisque c'est pendant le mois de février que survient l'événement. Donc, on dit que c'est pendant ce mois-là, la paye qui est celle du 1er février, qui démarre au 1er février, c'est dans cette période. Voilà comment c'est interprété dans la DSN. Vous avez du 1er janvier au 17 février non cadre, du 17 février au 1er mars, extension cadre. Et donc, la DSN de février doit véhiculer un bloc changement de contrat qui indique que le salarié est passé de non cadre à cadre, un bloc contrat qui indique qu'il est en extension cadre au dernier jour du mois de février. Et donc, on a effectivement bien rempli l'obligation qui a été faite. Deuxième cas, avec deux modalités. On a un salarié non cadre avec une quotité de travail de 100 heures en janvier, qui au 17 février devient cadre avec une quotité de travail de 120 heures. DSN de janvier à gauche, statut non cadre, quotité 100. Février, statut extension cadre, quotité de temps de travail 120 et non plus 100. Date de modification 17 février. L'ancien code statut catégoriel, il était non cadre. La profondeur de calcul au 1er février, puisque le changement a lieu le 17 février, donc on remonte au 1er février. La date de modification, c'est le 17 février 2020. L'ancienne quotité de travail, c'est 100. Dans la DSN de janvier, on l'avait déclaré à 100. Et ensuite, la profondeur de recalcul de la paye, c'est 1er février, puisque c'est eu lieu. Vous avez l'interprétation des données qui apparaît sous vos yeux ébahis avec le petit cadre bleu pour le non-cadre et le petit cadre vert pour le cadre avec la nouvelle quotité de 120 au lieu de 100. Et dans l'encadré jaune, l'explication de ce que la DSN de février doit véhiculer. Ensuite, une correction. On a dit que le salarié dans la DSN de janvier était non cadre, alors qu'il est extension cadre sur la période. Donc là, comme on est en février, on ne peut plus faire un changement, on est obligé de faire une correction puisque l'échéance est passée. Donc la date de janvier, la DSN de janvier, il était non cadre. La DSN de février, il devient extension cadre. La modification, c'est 1er janvier 2020. L'ancien code catégoriel, c'est non cadre, puisque d'après nous, il était non cadre. Et la profondeur de recalcul, on revient au 1er janvier 2020. Et l'interprétation des données par la DSN, c'est qu'effectivement, depuis le 1er janvier, il est en extension cadre et au-delà du 1er mars. En février, on doit donc véhiculer le bloc changement 41 qui dit extension cadre depuis le 1er janvier et le bloc contrat 040 qui dit qu'il est extension cadre jusqu'au dernier jour du mois de février. Donc, il est en extension cadre sur toute la partie. Alors, on doit être dans une partie questions-réponses. Peut-être que mes collègues peuvent revenir avec moi sur scène, éventuellement, s'il y a des questions que je n'ai pas vues pour qu'on puisse faire des réponses, mais j'ai l'impression que toutes les réponses ont été portées. Hop. Madame Morin, en fait, pour un salarié français né en France, le numéro de sécu est attribué dès sa naissance. L'enfant est rattaché aux parents et quand il a 18 ans, on lui attribue son numéro de sécu qu'il aura déjà sur sa carte vitale à partir de ses 16 ans. Pour les travailleurs qui arrivent de l'étranger, en effet, un salarié étranger aura un titre de séjour, un passeport, divers documents et c'est bien à lui de le fournir auprès de la caisse primaire. Donc, soit par Amélie, soit en appelant le 36 46 ou en prenant rendez-vous dans un accueil. Tout dépend des comment il veut faire, s'il peut se déplacer ou appeler ou par Internet. Mais en tout cas, c'est à lui de se rapprocher de la caisse primaire. Alors, soit effectivement, je vous ai embêté pendant ma présentation, soit vous n'avez pas de questions. Ben non, il n'y avait pas beaucoup de questions, c'est peut-être parfait dès le début. Alors, la demande à CEPAM peut se faire par courriel.
Et comme le disait Aurélie Bois, c'est pas à l'employeur de faire cette démarche, c'est à l'individu et c'est auprès de sa CEPAM. C'est pour ça que non, c'est pas l'employeur. Alors, on peut peut-être juste donner le format du numéro technique temporaire en attendant d'avoir effectivement l'accès au NIR. La création, c'est puisque c'est normé déjà, vous commencez par le code sexe. Ensuite, vous rentrez le SIRAN de l'entreprise de façon à ce qu'on puisse effectivement faire un suivi quand même à minima. Et derrière, un numéro d'identifiant spécifique pour chacun des salariés. Et donc un numéro qui s'incrémente ou qui s'auto-incrémente, mais les logiciels de paye font ça très bien aujourd'hui. Donc, mais le format, on vous invite vraiment à respecter cette norme de format de façon à ce format de nombre, parce que ça permet effectivement de suivre. Là, peut-être que sur l'adresse d'un agent, en même temps, c'est pas un élément identifiant. C'est un élément qui peut être calculé éventuellement, qui peut être demandé dans le cadre peut-être d'un accident du travail pour définir si effectivement l'accident du trajet est bien entre la résidence du salarié et son lieu de travail. Mais on a plus besoin, de façon entre guillemets identifiante, de l'adresse de l'établissement et de la déclaration de l'établissement pour effectivement calculer les taux AT ou autres, que celle du salarié. C'est par contre très utile dans le cadre des mutuelles ou d'autres, puisqu'on en a par exemple certaines qui, dans le cadre de la DSN, demandent l'identification des ayants droit au moment du paramétrage des cotisations de cette déclaration. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Madame Laurence. Ou Laurent, je ne sais pas comment on dit, mais les taux PASS vont revenir en compte rendu métier. Donc, dès que vous allez déposer une DSN, dans le retour, bon compte rendu métier, fourni par la version fiscale, vous allez avoir un compte rendu métier avec le taux de PASS pour chaque individu qui va, selon le logiciel de paye, soit s'intégrer automatiquement, soit être porté effectivement par cet élément-là. Et Madame Pouget, donc, qui vous demande effectivement, qui demande à nos amis de l'assurance maladie de bien vouloir lui donner la liste de ce qui est nécessaire pour qu'un salarié demande le NIR. Bon, bah écoutez, on va peut-être attaquer la partie inscription. Vous voulez la prendre, M. Guibert, la partie inscription, ou je la fais aussi? Oui, je vais la prendre, je vais vous soulager, M. Kuhn, je sens que vous avez besoin de... Il y a peut-être une précision à faire sur le taux des passes. Il faut savoir que les taux sont valables 2 mois. Oui. Donc, ce n'est pas forcément chaque mois. Hop, du coup, je vous propose de continuer. Si vous souhaitez avoir la joie et le plaisir de voyager avec la DSN, il y a un incontournable, c'est de passer par Net Entreprise. Donc, 2 cas de figure s'offrent à vous. Le premier cas de figure, vous êtes inscrit à Net Entreprise et vous pouvez accéder à la DSN. Le rappel, c'est qu'il y a un seul administrateur qui peut ajouter des droits déclaratifs. Donc, si vous n'êtes pas cet administrateur pour votre structure, contactez-le afin de lui transmettre les démarches à effectuer pour l'inscription. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Vous connecter », vous complétez le formulaire, vous saisissez l'ensemble des paramètres, à savoir SIRET, nom, prénom et mot de passe, vous vous connectez. Ensuite, vous accédez au menu « Personnaliser », vous cliquez sur « Gestion », puis « Ajouter la DSN pour le régime général », c'est une des options qui est proposée. Ensuite, la liste des déclarants inscrits s'affiche. Et si vous souhaitez ajouter une habilitation, c'est-à-dire un droit déclaratif pour une personne en particulier de la structure, vous cochez la case. Et pour supprimer une habilitation, vous décochez la case. Vous renseignez le mot de passe et la question secrète avec sa réponse, puis vous cliquez sur « Valider ». Donc ça, c'est le cas de figure où vous êtes inscrit à Net Entreprise. Monsieur Guibert, pardon. Alors, oui. Apparemment, on ne vous entend pas très bien.
On vous demande de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais me rapprocher. C'est mieux là? Alors, Madame Laurence Kerney, est-ce que vous l'entendez bien? Vous nous écrivez, sinon. Bon, moi, je vous entends bien, mais elle n'avait pas l'air de vous entendre comme il faut. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort alors. Ok, Du ça coup, marche, si vous merci. n'êtes pas inscrit à Net Entreprise, vous cliquez sur votre compte, vous créez votre compte sur Net Entreprise. C'est un déroulé en 9 étapes en fait, hein. Sur la page des conditions générales, vous cliquez sur J'accepte. Vous renseignez le mot de passe et la question secrète. Vous validez le tout. Vous cliquez sur votre entreprise. Ensuite, vous avez une rubrique Vous êtes et vous cliquez sur la particularité, c'est-à-dire soit un organisme, une entreprise publique, un employeur des fonctions publiques ou régimes spéciaux. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez sur la DSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace. Vous cochez Général et une fois cette sélection effectuée, vous validez. Vous avez une petite fenêtre, un pop-up qui va récapituler en fait les services déclaratifs qui ont été choisis et vous validez. Vous cochez la case qui fait office d'acceptation de la charte relative à la DSN et vous cliquez sur Accepter. Vous validez ensuite votre inscription et ensuite vous retournez à l'accueil. Pensez bien dans votre boîte mail à ouvrir le mail reçu de la part de Net Entreprise et cliquez sur Validation de votre adresse mail. Donc ça, c'est impératif, hein. Il faut vraiment valider le lien que vous recevez dans votre boîte personnelle pour finaliser en fait ce processus d'inscription. Et une fois votre inscription réalisée, vous aurez accès à la DSN sous 24 heures, de la même façon que vous avez accès aux autres téléservices quand vous vous y inscrivez sur ce portail. Juste une petite précision, les têtes de chapitre qui sont soulignées, ça donne accès à des MOOC, à des petites animations. Donc, on ne va pas vous les passer maintenant pour ne pas faire perdre beaucoup de temps, mais dès que vous aurez accès au support PDF, les liens hypertextes sont actifs, que ce soit pour aller voir les fiches consignes ou pour ouvrir ces petits MOOC et assister à ces soit petits dessins animés, soit petites vidéos qui vous expliquent très simplement comment ça fonctionne. Alors pour véhiculer en fait la DSN et l'ensemble des données, la première chose c'est de déterminer les SIRET qui seront déclarées. Ensuite, ces SIRET vont être contrôlés et il va y avoir en fait une vérification de l'ensemble des NIR de chaque salarié et individu. Il faut que le fichier soit le plus propre et exhaustif possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Après, l'avantage, c'est que vous avez avec la DSN la possibilité de contrôler votre fichier avec deux outils. L'un, c'est DSN Val et l'autre, c'est DSN FPOC. Ça vous permet en fait de contrôler votre fichier avant l'envoi. Et ensuite, vous pouvez consulter les comptes rendus métiers, qu'ils soient financiers ou nominatifs. Il y a une partie qui est très importante aussi, sur laquelle je vais laisser Aurélie Bois intervenir, c'est le tableau de bord sur lequel vous allez en fait avoir tous les retours d'informations sur les envois que vous avez effectués. Et hop là. Le tableau de bord, en fait, c'est ce qui vous indique si votre déclaration est conforme ou non, sachant qu'il faut faire attention puisque vous avez un retour, il y a un premier accusé qui vous dit que votre déclaration est conforme, mais le fait qu'elle soit conforme ne veut pas dire que nous l'ayons reçue. Il y aura derrière un deuxième accusé qui vous dira si votre attestation a bien été reçue par l'organisme de sécurité sociale ou non. Il peut arriver que votre demande soit conforme, mais qu'il manque un mois de salaire ou qu'il y ait un souci dans l'immatriculation ou la reconnaissance. Et c'est à ce moment-là que ça dira en cliquant sur les différents liens. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais voilà, il y a déclaration transmise, déclaration conforme. Quand vous cliquerez sur la loupe, vous aurez à nouveau l'information disant si elle est bien arrivée et si tout est OK pour qu'on puisse la traiter. Après, faut bien le surveiller, mais il n'y a pas de souci particulier. Enfin, Pierre-Yves me confirmera mes dires, mais à partir du moment, c'est surtout au début de bien suivre vos comptes rendus pour être sûr que toutes vos déclarations sont transmises et traitées. Après, y a pas... c'est un outil pour vous aider au suivi de votre déclaration. C'est un outil complémentaire, tout à fait, oui.
avec des liens, des passerelles vers différents organismes de protection sociale, l'URSSAF, la CNAM par exemple sur l'accès aux bordereaux de paiement des indemnités journalières subrogées pour les entreprises qui pratiquent la subrogation. Et en cliquant dessus, en fait, le responsable de la paye a accès en fait au retour d'informations sur ces paiements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie inscription? Alors oui, il y en avait une. Est-ce que je peux m'inscrire dès maintenant? Ah oui, il n'y a aucun problème pour s'inscrire. Allez-y. Allez-y. Il y en avait une autre sur une dame qui nous disait, mais en début de présentation, vous nous avez dit que c'était à nous de certifier les NIR. Est-ce que tu peux faire juste un petit point sur faire une demande de NIR, par qui, où, et certifier, vérifier la certification des NIR, par qui et où? Aurélie, vas-y. Alors, pour compléter, c'est ce que j'ai mis dans le message quand j'ai répondu, il y a un nouveau téléservice dans Amélie, c'est quand vous employez un salarié étranger. Donc, en effet, vous pouvez le déclarer par là pour que ça lui ouvre des droits. Par contre, son immatriculation à lui, je confirme, il faut bien compléter les formulaires et qu'il nous fasse parvenir son RIB, simplement pour qu'on puisse faire les remboursements de soins, son titre de séjour, son passeport, puisque nous, en fait, c'est un organisme qui s'appelle le Sandia, qui va certifier le NIR et créer le NIR. Donc, si ça va commencer par 1 pour un homme, 2 pour une femme, après l'année de naissance, le mois, etc. Puisqu'il est né à l'étranger, il aura un 99, ensuite le code de son pays. Et ça, c'est le Sandia au niveau national qui certifie le numéro de sécu, le NIR. Et après, tout le monde s'en servira pour la caisse de retraite, pour la retraite, nous pour les remboursements, vous pour la DSN. Après, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, quand vous pouvez tester, vérifier que le NIR est bien bon, puisque des fois, il y a des erreurs. La DSN vous dira si vous ne vous êtes pas trompé ou si le salarié ne s'est pas trompé quand il vous a donné le NIR. Mais c'est deux choses indépendantes. C'est nous qui certifions et après, ça sert à tous les organismes sociaux. Une petite question relative à l'inscription. Est-ce que quand on veut faire une DSN de test, est-ce qu'on doit passer par habilitation DSN? Mais ce n'est pas un piège, je vais y répondre, hein, Pierre-Yves. En réalité, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que pour conduire, vous avez besoin du permis de conduire? Pour faire la DSN, même de test, vous avez besoin d'avoir effectivement l'habilitation DSN. Quand vous inscrivez à Net Entreprise, on vous identifie, on vous reconnaît, mais on ne sait pas ce que vous venez faire. Donc, vous choisissez les déclarations ou les sujets sur lesquels vous souhaitez agir ou avoir des informations. Donc, il est absolument indispensable de pouvoir accéder à la DSN pour déposer les DSN tests. Et du coup, je complète avec une question qui avait été posée sur les fiches de paramétrage. Et effectivement, on a une réponse de Mme Cournet relative à l'IRCANTEC. Sur la DSN, vous déposez une DSN de test. À ce moment-là, vous êtes identifié par les organismes comme étant quelqu'un qui peut être en lien avec eux. Si c'est le cas, ils éditent des fiches de paramétrage organismes complémentaires qu'ils vous adressent. Et du coup, effectivement, vous avez accès à ces fiches de paramétrage. Mais le moyen de vous identifier, de savoir pour quel SIRET et pour quels individus, puisque là, c'est les organismes complémentaires, c'est par contrat qui sont soit liés aux établissements, soit liés à l'organisme, soit liés à l'individu. Ça dépend de l'un à l'autre. Pour établir ces fiches de paramétrage qu'on appelle FPOC, et vous avez vu qu'on avait un petit outil DSN FPOC qui vous permet de demander ces fiches de paramétrage ou de valider ces fiches de paramétrage. Madame Morin qui demande est-ce que le NIR est identique au numéro de sécurité sociale? Oui, Aurélie a répondu oui, mais c'était pour qu'on fasse un truc vivant en parole aussi. Hein. Oui, oui. Et puis j'ai vu passer une question qui m'a passionné, donc je vais y remonter doucement. Voilà, lorsqu'on souhaite, et Pierre-Yves a affiché une réponse en direct, donc il va l'arrêter parce qu'en réalité, il ne répond pas.
lorsqu'on souhaite modifier le nom et prénom de l'administrateur. En gros, quand on veut changer d'administrateur. Parce qu'à la limite, changer le nom de l'administrateur, ça peut se comprendre dans le cas d'un mariage si on prend un autre nom de son nom marital. Mais le prénom, il y a peu de chances qu'on veuille le changer si c'est le même administrateur. Donc non, quand on veut changer d'administrateur, on a un petit formulaire disponible sur Net Entreprise qui vous permet de faire cette modification. Donc surtout, ne fermez pas le compte de l'administrateur sans avoir ouvert un nouvel administrateur, lui avoir transféré les droits. C'est très simple. C'est très simple quand c'est fait dans cet ordre-là. On crée le nouveau, on lui transfère les droits de l'ancien et on supprime l'ancien. Si vous supprimez l'ancien, vous serez obligé de refaire une inscription complète pour votre organisation et c'est dommage parce que du coup, vous ne profitez pas du chaînage. Donc, je reviens et ça me permet d'illustrer cette fameuse notion de chaînage dont on parlait. Pour chaîner, il faut qu'on sache d'où on part, où on va et ce qu'on transmet. Et voilà, dans ce cas-là, on a besoin de savoir qui est l'ancien administrateur, qui est le nouveau, pour transférer les droits de l'ancien administrateur sur le nouveau. Et personnellement, moi, je recommande aux gens d'attendre quelques mois avant de supprimer le compte qu'ils n'utilisent plus, notamment puisqu'il y a le pass qui apparaît dedans, il y a différentes informations et les données sociales. Donc, d'attendre un certain temps avant de supprimer le compte, même si on ne s'en sert plus. Et je me permets de dire que vous êtes de très bons conseils, Aurélie. Merci. Mon chef est parti, il n'est plus là pour entendre. On va attendre qu'il revienne et je le redirai alors. On va avancer. Là, Madame Boissé-Villemot, on vous fera une réponse particulière sur l'agent comptable. Je ne sais pas dans quelles conditions vous le rémunérez. Est-ce que c'est mensuellement? Est-ce que c'est annuellement? Si c'est annuellement, il n'y a pas besoin de le faire tout de suite. Si c'est mensuellement, bien évidemment, il faut le créer dans la DSN et d'avoir ce bloc changement pour. Mais je pense que les agents comptables ne sont pas mensualisés. Pas les rémunérations que vous leur versez. Mensuellement, alors il faut voir avec lui effectivement si vous passez par la DSN ou pas pour le règlement de ces parce que quelques trésoreries ne passent pas par la DSN. Pour le règlement, c'est un virement qui est à côté. Je vous propose qu'on continue. On a une partie juste plus précise. Alors pour mes collègues et néanmoins amis des organismes de protection sociale du régime général, on va être très surpris. Nous, on a l'impression que c'est compliqué, puis total, on se rend compte en réalité que pour vous, ça ne l'est pas, puisque vous baignez dedans depuis le début. Ce sont les éléments spécifiques à la fonction publique. Alors, la norme DSN, la NEODES, elle est écrite au départ pour le régime général, régime agricole, et pas pour la fonction publique. On a découvert effectivement que on avait à identifier des données spécifiques. Vous allez voir après les quantités de travail ou des éléments comme ça. Donc, on a besoin de faire une déclaration particulière sur ce sujet-là. Et ces nouvelles données, ces nouvelles caractéristiques, on les identifie avec un petit entre-crochet FP. Donc, quand vous allez dans un sujet où vous avez toute une masse d'informations, vous pouvez identifier celles qui concernent exclusivement la fonction publique avec ce petit entre-crochet FP. Oui, donc, Monsieur Guibert, je disais que suite à une intervention de Madame Bois qui était de très bon avis, qu'effectivement son avis était très bien. Donc, comme on a découvert, vous aviez été malencontreusement déconnecté, je tenais à refaire des compliments en votre présence pour que ce soit bien porté à son crédit. Oui, il nous a donné de bonnes informations. Très bien, j'en suis ravi. Donc, on va continuer sur les quantités de travail. Mais non, mais quand on dit quelque chose, il faut le faire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, sujet éventuellement ardu, les quantités de travail. La DSN, elle est mensuelle. Et normalement, on doit faire effectivement les déclarations mensuellement. Donc, par défaut, c'est une base mensuelle. Pour les fonctionnaires et les contractuels, par contre, on a besoin de quantités de travail en heures hebdomadaires, ne serait-ce que par exemple pour définir de quel régime on dépend ou à quel régime on doit abonder. Et effectivement, les droits de ces agents ou de ces contractuels dépendent clairement de la quantité de travail, donc il faut vraiment être vigilant. Alors, on attire votre attention, non pas parce qu'on pense que vous allez faire des erreurs et qu'il faut vraiment insister parce que lourdement, sinon vous n'allez pas comprendre. Non, non, pas du tout. C'est simplement quand vous avez ces points d'attention, ça veut dire qu'on a déjà identifié dans d'autres DSN qui nous sont parvenus que quand c'était avec difficulté, avec erreur ou avec certains problèmes,
déclaratif, on était dans l'incapacité d'utiliser proprement les éléments que vous envoyez. Donc, on insiste, nous, sur ce sujet en disant, attention, ça mérite vraiment une attention bien particulière, ce sujet. Alors, les quantités de travail. Effectivement, on a l'unité de mesure de la quantité de travail, 0,11. Mais en même temps, on a besoin de connaître la quantité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés. Alors là, vous dites, ça y est, moi, je peux une entreprise, je suis pas un salarié. OK, dans la DSN, pour ne pas refaire pour ne pas refaire la norme, on a effectivement décidé de garder entreprise au lieu du terme employeur ou administration, et on a gardé salarié au lieu de agent, et effectivement, de ne pas avoir employé individu ou autre. On a besoin de la quantité de travail du contrat, donc de cet individu, et puis les modalités d'exercice de ce temps de travail. Parce que on a effectivement, et là c'est une donnée spécifique fonction publique, la 053 FP nature du poste, parce qu'il faut la renseigner avec le code 01 pour un temps complet. Dans le temps complet, on a le temps plein sur le temps complet et le temps partiel sur le temps complet. Et en 02, on a un temps non complet qui est soit un temps incomplet, soit un temps plein sur un temps non complet, soit un temps partiel sur un temps non complet. On a donc cette notion de quantité de travail de référence dans l'hypothèse d'un poste à temps complet en 0,54, qui est uniquement renseigné quand on est sur un temps non complet, et puis un taux de travail à temps partiel qui est uniquement sur le temps partiel. Donc là, on se réfère simplement à l'élément qui est cité dans la partie de gauche, nature du poste. Et pour avoir plus d'éléments, vous avez tout à fait la possibilité de vous connecter sur la fiche consigne 2059, qui est accessible au bout du petit rectangle là que vous voyez en haut à droite, qui, elle, reprend les éléments déclaratifs et les éléments constitutifs des quantités de travail au sein de la DSN. Autre sujet, les arrêts de travail pour l'IRCONTEC. La 2 fiches consignes, la 2003, la 2004. On tape directement dans le bloc arrêt de travail 60 de la DSN mensuelle. Parce que l'IRCONTEC attribue des points gratuits, mais pour les attribuer, elle a besoin de connaître la perte de salaire subie durant cette période. Alors, petit rappel, ça ne touche que les agents pour une période d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs et qui ont donné lieu à perception d'indemnité journalière. Et pour ça, on doit déclarer la perte d'assiette dans un bloc base assujettie 78 avec dans la rubrique code de la base assujettie, donc 78001, avec la valeur 29 qui correspond à la base IRCONTEC non cotisée, arrêt de travail. Pour la CNRACL, fiche 2114, le bloc rémunération 51 est à renseigner dès qu'un changement est observé, avec du coup la rubrique 011 avec une valeur 21, taux de rémunération de la situation administrative, le montant qui sera lui en code 013 est à 0, et la rubrique taux de rémunération de la situation administrative qui sera avec le taux associé, exemple 0% pour un jour de carence. Les suspensions, autre cas particulier, la fiche 212, on a toutes les suspensions qui doivent être déclarées, quelle que soit la rémunération de l'agent, de 0 à 100%. La période doit être déclarée dans un fameux bloc autre suspension de l'exécution du contrat 65. Et pour la CNRACL, on doit obligatoirement transmettre un taux de rémunération. On a mis confère diapositive précédente, puisque là, par exemple, vous avez cette fameuse rubrique taux de rémunération de la situation administrative qui doit être renseignée avec le taux. Les fins de contrat, nouveauté de 2021, il ne va pas échapper que le législateur avait créé la possibilité pour, dans certains cas très encadrés, très limités, pour des salariés de la fonction publique, des agents de la fonction publique, de bénéficier de l'assurance chômage dans certains cas. Donc, il fallait obligatoirement créer dans la notion fin de contrat 062 dans le bloc fin de contrat, un signalement, même s'il n'y a pas de signalement de fin de contrat, une liste des motifs. Et vous voyez apparaître deux motifs nouveaux dans la norme, le 070 et le 071, pardon. Donc, pour la fonction publique, c'est la révocation suite à abandon de poste ou la révocation suite à sanction pénale. Et puis sinon, vous avez toujours le code 999, fin de relation avec l'employeur, autre que ces éléments-là. Autre sujet d'importance, les mutations, fiche consigne 2399. La mutation, ce n'est pas une fin de contrat, ça ne constitue pas une fin de contrat. Et pourtant, l'établissement d'origine du salarié, il va renseigner le bloc fin de contrat 62, puisque pour lui,
l'agent n'est plus chez lui, avec la date de fin de contrat renseignée dans le bloc 01, avec la date d'effet de la mutation, un motif de rupture de contrat avec la valeur 100 qui est mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat. Et le nouvel établissement, lui, doit faire un bloc changement 41 toujours, avec une rubrique SIRET ancien établissement d'affectation, donc 012, qui va renseigner avec le SIRET de l'établissement d'origine, ce que je vous disais qu'on va effectivement pousser les informations d'un SIRET à l'autre de façon à chaîner l'activité d'un individu, quel que soit l'établissement dans lequel il doit travailler. Les détachements fiches consigne 2055, les détachements particularités de la fonction publique. Les deux établissements doivent déclarer le fonctionnaire, mais un seul déclare les cotisations. Et là, ça dépend de la fonction publique dans laquelle vous êtes. Fonction publique territoriale ou hospitalière, l'établissement d'origine déclare les cotisations quand c'est un emploi qui ne conduit pas à pension. Hormis les cotisations du RAF, les cotisations du RAF sont annuelles et vous les déclarez l'année suivante. Et par l'établissement, les cotisations sont à déclarer par l'établissement d'accueil dans le cadre d'un emploi conduisant en pension. Par contre, pour la fonction publique d'État, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil, ce qui est relativement plus simple à déterminer. Petit schéma pour l'expliquer, l'établissement de départ dans lequel l'agent a été nommé, on avait une rubrique nature du contrat 07 avec une valeur 50, nomination dans la fonction publique, mais il est suspendu avec un bloc haute suspension de l'exécution du contrat, avec une rubrique de motif de suspension qui est en renseignant 655 pour un détachement conduisant en pension, 674, un détachement ne conduisant pas à pension, et puis bien évidemment, la rubrique position de détachement 004 qui doit être renseignée, savoir où il va. Ensuite, en face, dans l'établissement d'accueil, l'agent est en détachement, donc on doit avoir une rubrique nature du contrat 007 qui va être renseignée avec les valeurs 20 ou 21 selon que c'est un détachement conduisant en pension ou non, mais sans suspension. C'est normal puisqu'il vient d'arriver, et avec le type de détachement dans sa rubrique 66 renseigné, c'est-à-dire de quel type de détachement il s'agit. Les types de détachement, ce sont des tables que vous connaissez, que vous utilisez déjà au niveau de la fonction publique. Le cas particulier des vacataires. Vous savez bien que le vacataire, c'est obligatoirement un agent de la fonction publique qui effectue une activité spécifique ponctuelle et qui est rémunéré à la tâche. Donc, dans ces cas-là, la déclaration des SN, on doit faire comme si c'était un contractuel. La nature du contrat 07, c'est la valeur 10, contrat à durée déterminée de droit public. La rubrique statut d'emploi 026 avec la valeur 2, contractuelle de la fonction publique. Et puis l'unité de mesure de la quotité de travail 011, qui là est renseignée avec la valeur 33 à la tâche. C'est pas une rémunération horaire. Autre cas, les activités secondaires qui ne sont pas des vacations, là où aussi seuls les fonctionnaires peuvent accomplir, en plus de leur service, une activité secondaire. Si c'est pour le compte du même employeur, la rémunération elle est simplement ajoutée au traitement de base. Il n'y a pas de particularité de traitement. Par contre, si c'est une activité secondaire qui est réalisée pour le compte d'un employeur secondaire, alors là, on vérifie qu'il s'agit bien d'une activité qui a été effectuée, payée et déclarée la même année, que les cotisations au RAF vont être payées et déclarées au titre de l'année N, donc l'année N+1. On fait une seule déclaration au RAF par année. La nature du contrat 07, on va mettre un code 52, cumul d'activités à titre d'accessoire, ou alors la nature correspondant à la nature de contrat définie. Il y a d'autres types de codes. Le motif de rupture du contrat en 002, il va être 999, c'est une fin de relation avec l'employeur, mais autre qu'au contrat de travail, puisque là, on est dans le cadre de deux employeurs avec le même agent. La cotisation qui est due au RAF, on aura une base assujettive 78 avec un code type 49 qui va être RAF assiette. Cas particulier, un des 3 derniers cas particuliers, les apprentis, la fiche consigne 831, les apprentis du secteur public depuis la loi de 92, ce sont des contrats d'apprentissage secteur public, donc codification 81 dans le dispositif de politique publique, doivent être déclarés avec un CDD de droit privé. La nature du contrat, donc 007, elle est en code 02, contrat de travail à durée déterminée de droit privé, et les apprentis dans le cadre de l'affiliation à l'Aircontec. Les données donc sont normalement indispensables pour le calcul des droits individuels à la retraite de l'agent. On a donc la base assujettie de type 28, base Aircontec cotisée, qui est alimentée avec la rémunération réelle de l'agent, sans plafond,
et puis la cotisation individuelle. Alors, vous voyez là la différence entre la base assujettie et la cotisation individuelle. La cotisation IRCANTEC en tranche A, avec un montant d'assiette qui est renseigné, avec la part qui est excédentaire des 79% du SMIC mensuel, si la base assujettie déclarée est supérieure, et sinon avec un montant d'assiette renseigné à zéro, puisque effectivement on se retrouve en dessous des 79% du SMIC à une cotisation qui est déjà prise en charge. Cas particulier sur cotisation, ça ne fonctionne que pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, sur autorisation et pour un temps partiel ou un temps non complet. Les montants sont donc à fusionner avec les cotisations normales. On est dans un code de cotisation avec une valeur 300, cotisation normale, avec une particularité quand même pour les fonctionnaires qui ont un handicap à plus de 80%. On a les deux codes. Le premier, cotisation normale 300, et le 302, c'est la surcotisation de 8 trimestres dans la part salariale. En particulier, les élus, on est dans une rubrique nature du contrat 07 valorisée à 81, mandat d'élu, c'est le code 81. Si par contre, il exerce plusieurs mandats dans plusieurs collectivités, la rubrique code emploi multiple, puisqu'ils ont plusieurs mandats, c'est emploi unique, c'est le même, c'est le mandat d'élu. Par contre, la rubrique code employeur 037, là, on l'a remplie avec employeur multiple. Fiche consigne 2089 et puis fiche consigne 2342, le cas spécifique des fonctionnaires détachés pour exercer un mandat électif. Et là, effectivement, il y a des modalités déclaratives sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Dernier cas particulier général, les sapeurs-pompiers, 2 fiches consignes. On doit remplir effectivement l'indice brut 0,57 avec l'indice brut de carrière majoré de l'indemnité feu. La rubrique indice brut d'origine, sapeur-pompier professionnel en 64, elle, c'est l'indice brut avant l'intégration de l'indemnité de feu. Et puis c'est uniquement, pour certains cas particuliers, comme une surcotisation volontaire du sapeur-pompier si c'est sur un temps partiel ou un sapeur-pompier mis à disposition. Dernier élément et dernière diapositive sous vos yeux ébahis. Les cas particuliers de la fonction publique territoriale, vous avez 2 fiches consignes 21-15, 21-16. On va parler des agents intercommunaux, pluricommunaux et polyvalents. Petit rappel, intercommunal, un emploi, plusieurs collectivités. Pluricommunal, plusieurs emplois chez plusieurs employeurs. Agents polyvalents, plusieurs emplois chez le même employeur. Et là, on a les 3 rubriques qui vont être différentes. Le premier, code emploi multiple 036, il sera codifié 01, emploi unique pour l'intercommunal. Parce que je vous rappelle, l'intercommunal, c'est un emploi dans plusieurs collectivités. Par exemple, vaguemestre pour la ville et puis vaguemestre pour la communauté de communes. Ou alors 02 avec emploi multiple pour un agent pluricommunal ou polyvalent. Et là, on a effectivement l'agent qui, le matin, fait l'accueil avec les ATSEM dans une ville, et puis le midi, qui va faire le repas parce qu'il va être cuisinier. Et du coup, on a plusieurs emplois. Et ou alors 02 pour un pluricommunal ou polyvalent. La rubrique code employeur multiple 037, elle est à 01 pour l'intercommunal ou polyvalent, c'est un emploi unique. Par contre, 02 employeur multiple pour un agent pluricommunal. La rubrique nature de poste, elle est en 053, elle est en 02 pour un temps non complet pour un agent pluricommunal ou polyvalent. Voilà, on est arrivé au bout de la présentation. J'espère ne pas vous avoir trop perdu et ne pas avoir abandonné, que certains d'entre vous ne m'aient pas trop abandonné. On a donc toujours les sondages avec le petit dernier que je vous installe en même temps que je suis en train de vous parler, donc c'est pour ça que je donne l'impression d'hésiter. Mais on peut refaire une partie des questions que vous auriez vues, chers collègues, qui n'ont pas reçu de réponse, pour lesquelles on peut essayer de répondre en direct. Je voulais juste compléter pour la subrogation. Ah ben, bien sûr. En DSN, la date de dernier jour de travail, c'est toujours la veille de l'arrêt de travail. Donc, si votre salarié est arrêté à compter du lundi, n'hésitez pas à mettre la date, même si elle tombe sur le dimanche, ça n'est pas grave. Pour les arrêts de travail, on prend la veille. Et concernant la subrogation, vous mettez toujours une date maximale. C'est-à-dire, par exemple, si vous employez un agent pour 3 mois, vous mettez par exemple 3 mois par défaut. De fait, si le salarié est prolongé, nous subrogerons tout le temps de l'avis d'arrêt de travail. Et s'il n'est plus en arrêt et qu'il reprend le travail, bien nous n'aurons plus d'avis d'arrêt de travail et nous arrêterons de payer. Il ne faut surtout pas limiter la subrogation à la date de l'avis d'arrêt de travail, puisque pour tout arrêt de travail, on ne reçoit qu'une attestation de salaire. Il n'y a pas de prolongation. Vous ne faites qu'une attestation.
Et nous, maximum en maladie, on indemnise grand maximum 3 ans en arrêt à temps complet, sur accord du service médical. Alors déjà, petite question, Madame Forel. Est-ce que nous pourrons recevoir le fichier par mail? Alors aujourd'hui, vous êtes 120, on a 22 webinaires, donc non, malheureusement, on n'enverra pas par mail parce qu'on ne sait pas gérer derrière l'envoi. Par contre, vous avez dans le replay un petit nuage qui va apparaître à droite de la présentation, qui va vous permettre de le télécharger. Et si par hasard ou par malheur, ce n'était pas le cas, vous allez sur Net Entreprise dans la rubrique des comités régionaux sur les webinaires où vous aurez le support de ce webinaire et celui du mois de mars aussi à disposition et avec à chaque fois les liens qui sont actualisés et qui vont vous permettre de vous y référer. Bonne question sur la date. À partir de quelle date nous recevrons l'indemnisation des subrogations après le commencement des DSN? 3 mois. Normalement, c'est 3 mois, puisqu'un arrêt de travail maladie est indemnisé avec les 3 mois précédant l'avis d'arrêt de travail. Donc, dès que nous aurons 3 DSN mensuels, vous pourrez faire l'attestation, générer l'arrêt de travail, l'attestation de salaire, et nous, caisse primaire, on pourra régler l'avis d'arrêt de travail. Qu'il y ait subrogation ou pas d'ailleurs, c'est pas lié. Hein. Et les fiches, oui, Madame Costi. il suffit de cliquer, ouais, il suffit de Vas-y, cliquer oui. sur il y a les fiches en haut à droite sur le support. Oui, oui, et si vous ne les trouvez pas, vous accédez dans Net Entreprise en vous inscrivant comme effectivement administration ou entreprise publique de façon à n'accéder qu'aux fiches consignes relatives à aux particularités de la fonction publique. Et bien évidemment, les fiches générales qui vous concernent aussi, y sont aussi, mais les spécifiques de la fonction publique le sont. Savez-vous à quelle date devront être envoyés les fichiers DSN chaque mois, Madame Laurence? Oui. Eh bien oui, c'est le 5 ou le 15. C'est pour tout le monde pareil, la date d'échéance butoir. Donc vous pouvez envoyer la DSN du mois de février. Là, on va prendre un mois qui a 30 jours et pas 28. Vous pouvez envoyer la DSN de mars à partir du 6 mars, impérativement avant le 5 avril. Et ainsi de suite, la DSN d'avril, vous pouvez l'envoyer à partir du 6 avril, donc le lendemain de l'échéance précédente. Et vous avez pu enregistrer le document. C'est parfait. Vous allez garder un souvenir de nous et vous y référerez quand vous verrez que votre DSN est en presse-bouton. Vous aurez une pensée émue pour nous en vous disant « Ah, finalement, c'est vrai ce qu'ils ont dit et ils étaient bien gentils, ces messieurs, dames. » Mais je rigole avec ça, mais vous avez… Merci de nous rassurer sur le fait que c'est effectivement téléchargeable. Donc, date d'échéance 5 ou 15, impérativement, c'est la date butoir. Ça doit être déposé avant. Et effectivement, sinon, vous avez l'autre élément. Oui, Madame Carnet, il faut qu'on rigole. Il faut qu'on trouve un peu de joie dans ce qu'on fait. C'est pas triste du tout, même si c'est complexe. Vous êtes déjà éminemment compétent parce que vous faites la paye et que c'est un des métiers les plus complexes qu'on ait, de savoir faire la paye. Donc, on essaye de vous aider au mieux, mais on est parfaitement détendu sur le fait que vous allez y arriver. Et ceux qui vont rencontrer des blocages techniques ou autres, on va essayer d'aider au mieux parce qu'il n'y a pas de raison. Objectivement, il n'y a pas de raison. Il y a plusieurs dizaines de millions de lignes de salaire qui passent tous les mois par le biais de la DSN en régime général, régime agricole et les premières administrations, donc vous aussi. Et on va essayer de… Oui, mais Madame Duron, on n'hésite pas. On travaille avec l'Association des maires de France, avec les différentes associations d'élus et autres, l'association des DGS, des communes et communautés de France, l'association des DRH, et on le dit à chaque fois, la paye est un métier éminemment complexe et les gens qui la font, effectivement, sont face à des difficultés administratives importantes, à une capacité d'adaptation importante parce que les modifications réglementaires et techniques sont importantes, on en est parfaitement conscient, on essaye d'avancer au mieux et on essaye de moins gêner. Madame Ray, ça tombe bien puisque nous avons Madame Cournet de l'IRCantec, elle va sûrement pouvoir redescendre jusqu'à votre question et vous répondre, sans problème. Si par hasard, nous n'avons pas le temps parce qu'on va finir par quand même aller prendre notre 4 heures, si par hasard, vous n'avez pas effectivement de réponse là en direct sur les questions très précises, voire les questions personnelles, enfin identifiables, on va vous répondre par mail. On a vos adresses mail quand vous êtes inscrit. Si vous avez mis vos adresses, on pourra répondre dessus. Si vous avez mis l'adresse de quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui recevra la réponse.
L'ensemble des questions sur tous les webinaires vont être concaténées à l'intérieur d'un document qu'on appelle synthèse des rencontres extra qui va être disponible sur Net Entreprise, et le replay de ce webinaire sera aussi disponible. Donc, si vous avez envie de nous revoir, soit parce que finalement ça vaut le coup de nous revoir, soit plus prosaïquement parce qu'il y a une partie que vous n'avez pas forcément entendue parce que vous avez pu être dérangé par un appel téléphonique ou autre, n'hésitez pas à y revenir et à le revoir. Et Madame Cousty, oui, quand vous avez besoin, lorsqu'on reçoit les bilans de contrôle des différents organismes, doit-on télécharger obligatoirement les CRM? S'il vous plaît, oui, téléchargez les CRM pour deux raisons. La première, c'est que si vous ne les téléchargez pas, vous ne pourrez pas y accéder et du coup, vous ne pourrez pas voir quelles sont les modifications ou les contrôles à faire. Et deuxièmement, parce que nous ne les, comme le disait M. Guibert, on ne les conserve que 90 jours. Et effectivement, c'est de la responsabilité du déclarant d'archiver ces déclarations. Donc, effectivement, on ne pourra pas nous y revenir au-delà de 3 mois. Donc, surtout, quand vous allez sur le tableau de bord, vous regardez, quand il y a une clé de loupe, vous l'ouvrez, vous soufflez un grand soupir de soulagement quand vous apercevez que le compte-rendu est vide, parce que finalement, il n'y a aucun problème, aucune anomalie, aucune question complémentaire. Et sinon, s'il y a quelque chose, eh bien, vous avez la possibilité de faire les corrections. On vous explique sur quoi ça porte et en quoi est-ce que la correction doit être faite. Sur les questions qui sont en dessous, vous avez peut-être vu des questions, chers collègues, sur lesquelles on pourrait répondre. Hop. Ah oui, Madame Ostral, excusez-moi, j'avais vu votre question et elle est absolument intéressante. Oui, et on vous a en partie répondu. Pierre-Yves vous a répondu, M. Guibert vous a répondu. Il n'y a pas de correction à faire sur Net Entreprise. Net Entreprise, c'est que l'inscription de votre organisme, de votre établissement et l'affectation des déclarants et effectivement le choix des déclarations. Ensuite, tout le reste, c'est dans le cadre de la paye. Comme je vous le disais au début, la DSN, c'est la dernière étape de la paye. En gros, si vous voulez vous en souvenir, il y a un petit moyen mémotechnique facile. Quand la paye est faite, la DSN est prête. Donc, on est prêt à envoyer le flux parce qu'en réalité, c'est le reflet de la paye. Donc, sauf s'il y a des éléments correctifs, bien évidemment, qui doivent être portés, mais comme en même temps, les éléments correctifs, vous les portez en paye, ils seront portés dans la déclaration sociale nominative. Donc, c'est dans le logiciel que vous devez effectivement porter ces éléments-là et eux sont attribués correctement au bon, tout dépend du logiciel, soit automatiquement dans les bons blocs, soit c'est vous effectivement qui devez aller chercher les blocs, mais ce qui ne présente pas de difficulté particulière si vous avez effectivement eu accès à ce webinaire aujourd'hui, vous avez toutes ces informations qui ont été données. Hop, pour la surveillation c'est bon, le temps non complet c'est bon. Bah, écoutez, sauf peut-être la dernière question sur laquelle je vais remonter. Excusez-moi, pour Madame Nicole Ray, je ne comprends pas ce qu'elle me demande au niveau de la base Ircantec non cotisée. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer. Est-ce qu'il y a une adresse sur laquelle on peut être contacté ou on passe sur pilote DSN Caisse des dépôts pour poser la question en direct? Sur Pilote à ce moment-là, avec un peu plus de précision, et j'y répondrai dès que j'aurai eu le mail. Voilà. Alors, donc, Madame Ray, je vous réponds. Je vous mets un élément de réponse. Hop, compléter la réponse. Et je vous mets l'adresse. Alors, c'est valable pour tous. Hein. Pilote DSN @sdd hop là, .fr. Je sais même plus écrire moi. pilote@caissedesdépôts.fr. Voilà, je vous la mets je vous la mets en réponse. Vous pouvez tous en prendre connaissance et la noter. C'est pour tout ce qui est les fonds de retraite complémentaires, voire le lien avec la CDC, qui est quand même un de vos interlocuteurs privilégiés dans le cadre de la fonction publique, puisque c'est des grands connaisseurs de votre situation. Vous pouvez effectivement leur envoyer un mail et les interpeller.
Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous. Peut-être que, M. Guibert, vous allez pouvoir donner un mot de la fin. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention, votre gentille bienveillance. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul face à la DSN. On va essayer de vous accompagner au mieux. Il y a des humains dans chacun des organismes. On est comme vous, on essaye d'avancer et on va s'assurer que vous avez l'attitude la plus zen pour aborder la DSN. Merci Didier. Écoutez, vous avez été toutes et tous merveilleux. Encore un très bon moment passé ensemble. On prend encore des questions qui rentrent, on y répondra. L'intérêt, c'est quand vous avez aussi des questions par rapport à ces sujets-là, n'hésitez pas. Je prends le cadre de la caisse primaire d'assurance maladie, par exemple. Nous, on a des équipes dédiées, les conseillers informatiques services, donc qu'on représente, que je représente ici, par exemple aujourd'hui avec Aurélie Bois. Nous, on est dédié à ça, sur la partie DSN, les téléservices. Donc, avec Net Entreprise, avec le portail dsninfo.fr. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. En tout cas, je vois qu'il y a eu beaucoup d'émulation. C'est encore un sujet extrêmement intéressant. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. Pour nous, le prochain webinaire pour vous accompagner encore plus loin sur la DSN, ce sera le 23 septembre prochain. Les inscriptions sont d'ores et déjà disponibles sur le portail Net Entreprise pour ce qui concerne le comité régional Limousin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.